Je vais commencer par deux questions de méthode. La première a été posée par M. Coquerel. J'ai parlé d'autonomie. Nous vivons en démocratie, voyez-vous. La Commission n'est pas, contrairement à ce que certains disent, une nouvelle version du Kremlin. Donc j'appartiens à une institution qui est un peu comme un gouvernement. Je suis solidaire de ses décisions. Mais par ailleurs, nous avons aussi nos identités politiques. La mienne n'a pas complètement changé. Nos libertés de parole, dès lors que nous le précisons. Et donc, je m'exprime avec à la fois, c'est toujours été mon cas d'ailleurs, la loyauté à l'institution à laquelle j'appartiens, mais aussi une certaine liberté de pensée dont je ne me départirai pas. Je commence à être trop vieux pour ça. Et la deuxième question de méthode, c'est celle qui a été posée à la fois par Gilles Carrez et par Charles Amédée de Courson. C'est sur les 3%. Alors, sur cette fameuse taxe, ou sur le Blitz, comme l'a dit Joël Giraud, c'est vrai que quand j'ai vu arriver des propos sur le scandale d'État, j'en ai été un peu ému, parce que j'étais ministre des Finances à l'époque, et on n'aime jamais, comme ça, penser qu'on a commis un scandale d'État, non pas parce qu'on s'en mis en cause, mais parce qu'on aime servir son pays, et que franchement, voilà. J'ai trouvé ça un peu curieux, pour dire le vrai, parce que, comment dire, je me souviens qu'à l'époque, il n'y avait eu aucune alarme interne, ni de la direction des affaires juridiques, ni de la direction de la législation fiscale, qu'il n'y avait pas eu non plus d'alarme du Conseil d'État. Le PLF était passé devant le Conseil d'État, qu'il n'y avait pas eu ensuite de censure du Conseil constitutionnel et qu'on n'en a pas parlé pendant des années. Après, à partir de 2015, en effet, donc scandale d'État à ce stade-là, non, on ne peut pas parler comme ça. Sinon, toute décision politique devient potentiellement un scandale d'État. Et il faut éviter ce qu'on appelle l'Uchronie, c'est-à-dire la relecture ex post de phénomènes passés avec les lumières du présent. Mais à partir de 2015, on entre dans autre chose, puisqu'il y a une mise en demeure. Et on se s'est vu depuis. Je vous invite tous à faire ce que j'ai fait moi, c'est-à-dire à lire en détail et la plume à la main le rapport de l'inspection générale des finances de Madame Marie-Christine Lepetit. Parce que vous allez tout trouver dedans. D'abord, l'analyse des choses, qui montre qu'à peu près à tous les étages et à toutes les étapes, il était compliqué d'intervenir. Au début, parce qu'on ne sait pas. Et puis à partir du moment où il y a une mise en demeure, c'est vrai que de la part de l'État français, anticiper, c'est convenir de sa faute. Et il y a eu revirement de jurisprudence. Donc elle montre bien, dans son rapport, je ne peux pas la faire parler, qu'en réalité, jusqu'au bout, il y a une part d'incertitude extrêmement grande dans cette affaire. Mais là où je vous rejoins, c'est sur le fait que je pense que nous devons en effet avoir des échanges un peu plus approfondis sur ces questions-là. Elle propose des modalités de coopération entre la Commission et les gouvernements. Moi, je suis aussi ouvert à des modalités de coopération entre la Commission et le Parlement sur ces sujets-là. Je pense qu'il vaut mieux être dans le préventif que dans le correctif. Et donc nous nous voyons, c'est vrai, régulièrement au sujet du semestre européen. Nous accélérons le rythme. Je trouve ça très bien. Mais je suis aussi prêt à venir devant vous pour évoquer d'autres sujets que les grands sujets macroéconomiques ou le semestre européen. On peut prévoir une séance qui serait consacrée là à toute une série de sujets, Commission, État français, et j'y suis prêt. Donc le scandale d'État, non, et j'allais dire pratiquement jusqu'au bout en réalité, mais à partir de 2015, oui, il y a des warnings ou des signaux d'alerte, d'abord à bas bruit, puis ensuite un peu plus manifeste, et je pense que là, il faut être capable de traiter ça. Et ce que propose Madame Lepetit, c'est assez justement de coopérer mieux entre ce que la Commission européenne peut faire et l'État. Je ferme cette parenthèse, mais elle me paraissait importante en méthode, et donc c'est une offre de service que je vous fais de manière très claire. Ensuite, j'en viens aux questions de fond. D'abord, les questions du rapporteur général sur la fiscalité qui rejoignent d'autres questions, donc je vais les prendre en paquet. Sur l'assiette commune consolidée sur l'impôt sur les sociétés, le projet de la Commission est sur la table depuis maintenant une grosse année. Et je veux vous passer le message suivant. C'est tout simplement la fiscalité des entreprises du XXe siècle que nous devons inventer à travers cela. C'est la grande réforme qui est devant nous, du XXIe. Oui, c'est vrai. Et justement, nous vivons encore sous celle du XXe, qui est celle d'une économie très matérialisée, localisée, nationalisée, et pas une économie dématérialisée, délocalisée et mondialisée. Et on a besoin d'inventer une toute nouvelle fiscalité des entreprises. L'Axis, c'est ça. Et c'est ce qui permet aussi, à mon sens, de traiter la fiscalité du numérique. C'est un processus que je n'appellerais pas d'harmonisation fiscale. Pour une vraie harmonisation fiscale, il faut changer les règles.
passer de l'unanimité à la majorité qualifiée, et la Commission y est favorable. Mais c'est un vrai processus de convergence et de règles communes. Moi, j'attends de la France qu'elle en fasse un fer de lance. Et je pense que si la France jette ses forces dans cette bataille, ça donnera un résultat tout à fait certain. Je terminerai ce mandat en novembre 2019, je le ferai avec fierté, si et seulement si on a réussi à aboutir là-dessus. Parce que je pense que là, on aura fait un pas en avant décisif. Le numérique, à mon sens, il y a trois dimensions. Il y a la dimension internationale, attendons le rapport de l'OCDE. La dimension européenne, c'est précisément Axis. Dès lors qu'on peut identifier ce qu'est la présence numérique et qu'on le niche dans l'assiette consolidée sur l'impôt sur les sociétés, on a là, je crois, le meilleur véhicule possible. Et puis, il y a d'autres propositions qui sont des propositions qui permettent d'avoir des revenus à court terme, comme la taxe sur le chiffre d'affaires ou d'égalisation sur le chiffre d'affaires. Il y a encore d'autres modalités. La Commission fera des propositions en mars 2018. Et elle est en train d'explorer toutes les options. L'option européenne et les options que j'appellerais plus quick win, comme on dit, gain rapide. Mais je mets quand même une condition sur les gains rapides. Il ne faut pas que des mesures rapides évacuent les mesures structurelles. En matière de TVA, on vit avec un régime temporaire depuis 25 ans. Il a créé 50 milliards d'euros de fraude à la TVA transfrontière. Donc, il faut que tout de suite, le temporaire soit pensé en lien avec le structurel. Bref, il n'y a pas d'opposition entre une taxe qu'on pourrait faire vite et une mesure plus ambitieuse. Sur la liste noire de paradis fiscaux, j'entends ce que vous me dites tous sur cette liste noire et la présence de pays européens. Je veux y répondre avec franchise. Quand on regarde, M. Coquerel, les critères que se sont donnés les pays de l'Union européenne, et je respecte profondément le travail d'Oxfam, des ONG, etc. Et encore une fois, cette liste n'est pas la liste de la Commission. Je ne la fais pas mienne. Je dis simplement qu'il faut prendre cette liste pour ce qu'elle est, c'est-à-dire un progrès. Si nous venons à dire à nos États membres, finalement, ce que vous avez fait, c'est insignifiant, vous allez les décourager des efforts qu'ils font pour aller de l'avant. Cette liste n'est pas la perfection, mais elle est un progrès. Après, je l'ai dit, il y a trois choses à surveiller. Un, les sanctions. Sur les sanctions, je le dis ici avec force, il faut que les États membres arrêtent des sanctions communes, collectives, et qu'ils le fassent vite. La Commission va prendre ses responsabilités. Moi, j'estime que les fonds de l'Union européenne, que les fonds de développement, que les banques publiques européennes, BEI et BERD, ne doivent plus passer par des centres financiers qui sont dans des paradis fiscaux. Et je demande que ça ne soit plus le cas. Dans les prochaines semaines, nous prendrons nos décisions. Je souhaiterais que les États membres prennent les leurs et qu'ils le fassent de manière coordonnée. Deuxième chose, le suivi des engagements. Il est impératif que ces engagements soient suivis dans les 6 mois et qu'ensuite cette liste soit considérée comme un processus, c'est-à-dire vous respectez votre engagement, vous sortez, vous ne le respectez pas, vous êtes upgradé, vous montez dans la liste noire, et ça, c'est tout à fait essentiel à mes yeux. Et puis la troisième chose, c'est cette question des pays européens. Quand on regarde les critères stricts que se sont fixés les membres du Conseil, j'aurais aimé qu'ils aillent un peu plus loin, honnêtement. Non, il n'y a pas de paradis fiscal au sens d'une action systémique pour évader, frauder ou organiser l'optimisation fiscale agressive. Nous ne sommes pas des pays qui ont fait de cela un business model. Mais si vous y regardez de plus près, regardez la liste grise, il y a quand même ces territoires que vous évoquez. L'île de Man, elle y est. Jersey et Guernesey, ils y sont. Donc ces îles anglo-normandes y sont. Pourquoi ? Parce qu'ils ont pris des engagements, on aurait pu les mettre dans la liste noire, on les a mis dans les listes grises. La pression est aussi sur eux. Et deuxième chose, a été évoquée une législation néerlandaise, je ne sais plus par lequel d'entre vous, c'est par Joël Giraud. Cette législation qui s'appelle CVBV, elle est prohibée désormais par la directive de lutte contre la fraude et l'évasion fiscale. Mon message au gouvernement néerlandais, il est très simple. Vous avez jusqu'en 2020 pour transposer, n'attendez pas 2020, faites-le tout de suite. Donc je fais cette distinction entre ce que nous devons faire contre les pratiques fiscales qui favorisent l'optimisation fiscale dans nos États membres et le fait qu'ils soient des paradis fiscaux. Mais je respecte totalement ce débat. Et je conçois qu'une ONG, peut-être le Parlement européen, il doit voter là-dessus ce matin, puisse considérer cela. C'est la liberté des parlementaires. J'explique simplement la cohérence de la démarche qui a été suivie. Je ne m'en satisfais pas. Et je ne tiens pas les États membres pour quitte de leurs pratiques dommageables. Je dis simplement, après, paradis fiscal, pas paradis fiscal, là, il y a une question de
typologie. J'en viens aux questions qui ont été posées sur l'effort structurel par plusieurs d'entre vous, par le président, le rapporteur général. Selon nos prévisions, l'effort structurel serait de moins 0,4% en 2018, plutôt un gros 0,3 en réalité, c'est l'arrondi, tandis que les autorités françaises prévoient 0,1 point. D'où vient cet écart, puisque vous me demandez des précisions? La Commission et mes services, en vertu des conventions méthodologiques qu'elle s'impose pour traiter tous les États membres, il n'y a pas de cas spécifique de la France, doit faire preuve d'une prudence qui nous a conduit à ne pas intégrer dans ces prévisions la totalité des économies attendues par les autorités françaises au niveau de l'État, ainsi que dans le domaine de la sécurité sociale. De plus, en nous fondant sur l'hypothèse habituelle de politique à changer, la Commission ne peut pas prendre en compte pour 2018 toutes les économies attendues au niveau des collectivités locales. Donc il y a un écart là qui, au final, représente quelque chose comme 6 milliards d'euros. Là-dessus, nous continuons nos échanges avec le gouvernement français, dans de bonnes conditions de transparence. C'est la raison pour laquelle je vous disais que cet écart s'explique en partie par des conventions méthodologiques et par de la prudence et une approche différente, et que j'ai des raisons de penser que cet écart va se réduire. Il ne suffit pas qu'il se réduise. Il faut bien qu'on ait 0,1 point, parce que ça, c'est les engagements qui sont pris. Donc nous travaillons quotidiennement, mes services, mon cabinet, moi-même, avec les autorités françaises, dans cette perspective-là. On m'a ensuite interrogé sur, c'est M. Holroyd, les CSRs fiscales et les recommandations spécifiques par pays fiscal, est-ce qu'elles sont remplies par le PFR et le PLF. Nous allons étudier ça en janvier dans le cadre du prochain rapport pays, mais je veux vous dire qu'en effet, mon sentiment, c'est qu'on va clairement dans la bonne direction. Alors le cas du CICE, c'est un cas à part, puisqu'il sera traité pour 2019, et il faudra aussi voir son impact budgétaire. Est-ce que c'est un one-off, pas un one-off? Est-ce que ça... Enfin bon, ça c'est notre rendez-vous de l'année prochaine. Mais sur le fond, oui, on va dans la bonne direction. Le rendez-vous en 2018, c'est pas seulement la sortie de la France de la procédure de déficit excessif, c'est la sortie de la France de l'autre procédure, la procédure de déficit macroéconomique. Et c'est là où ce que vous dites a un impact. Vous m'avez interrogé, ainsi que d'autres de vos collègues, sur l'Union économique et monétaire. Et quel est le fond du débat? Il a été posé par vous, par Jean-Louis Bourlanges. C'est, au fond, unité ou géométrie variable. Dans un cas, nous considérons que la zone euro est un ensemble en soi, qui doit être traité comme tel, avec son propre budget, avec peut-être ses propres instances démocratiques. Et dans l'autre cas, nous considérons que nous sommes dans un cadre inclusif, où la zone euro est appelée à devenir l'Union européenne, ce qui est le cas de la Commission. Il y a une logique institutionnelle là, que je ne peux pas cacher. La Commission européenne représente l'ensemble de l'Union, elle défend l'intérêt général, et elle ne veut pas d'approfondissement des fractures Est-Ouest, même si elle connaît en effet la réalité des différences. Et donc nous proposons qu'il y ait bien une démarche zone euro, Union européenne, avec le Parlement européen comme Parlement zone euro, avec un budget européen qui soit le réceptacle d'une ligne budgétaire. Quand j'expliquais ma liberté, c'est que je ne peux pas cacher qu'à titre personnel, j'ai beaucoup plaidé pour un budget zone euro et que cette thèse ne me paraît nullement absurde. Et donc, ma recommandation, elle est simple, c'est que le débat ait lieu. Et moi, ce que j'attends honnêtement, j'ai entendu ce qu'a dit le président de la République, dont je me sens proche sur ce sujet. Quand c'est le cas, je le dis, c'est pas un engagement, c'est juste une réalité. On a écrit des choses identiques. Pourquoi dirais-je aujourd'hui que je ne suis pas d'accord? Mais il faut que la France, pour le coup, aille plus loin. Je crois dans la définition de ce qu'elle attend du budget de la zone euro. On vous attend. On attend les propositions précises sur ce sujet-là. Et on voit bien quel est au fond le grand débat. C'est bien celui-là. Zone euro et ou Union européenne. Sur le Parlement européen, Jean-Louis Bourlanges a posé la question de savoir si on pouvait se contenter du Parlement européen. Non. Il faut aussi qu'il y ait une association des parlements nationaux. Là où je rejoins Jean-Claude Juncker, qu'on ait un budget zone euro ou pas, j'ai toujours pensé que le Parlement de la zone euro devait être soit le Parlement européen, soit niché dans le Parlement européen. Pourquoi? Parce qu'il faut donner de la force à ce Parlement, parce qu'il existe, et parce qu'il ne faut pas créer de complexité politique supplémentaire ou institutionnelle supplémentaire. Et encore une fois, nous voulons tous faire des élections européennes de 2019 le grand débat démocratique. Ça va dans ce sens-là.
J'ai répondu à Gilles Carrez sur sa question méthodologique, à Jean-Louis Bourlange sur sa question zone euro. Il m'a interrogé sur les divergences. Je pense tout de même que la meilleure façon et la plus rapide de réduire les divergences, c'est quand même la création d'un instrument budgétaire, alors spécifique ou commun. C'est bien cette fonction de stabilisation. Il y en a une autre, celle que nous avons tentée avec notre communication sur l'orientation globale de la politique budgétaire en zone euro. Vous savez qu'a été aussi créé un conseil macroéconomique qui est présidé par un économiste danois, M. Tigesen, qui nous aide, un fiscal board, un conseil budgétaire. Et je pense que nous devons de plus en plus penser non seulement à nos budgets à l'échelle nationale, mais aussi la contribution globale. Ce qui permet aussi d'ailleurs d'envisager la contribution d'autres pays, l'Allemagne, les Pays-Bas, qui ont des excédents au bien-être commun. Monsieur Le Courson, j'ai répondu à une de ces questions sur les contentieux fiscaux en même temps qu'à celle de Gilles Carrez. Si, mais vous étiez sorti, monsieur. Ah, non, je vous ai répondu sur la question de la coopération sur les risques fiscaux. Sur la question des 3%, cette taxe, comment l'imputer, je ne vais pas spéculer sur la comptabilisation. Elle sera effectuée le moment venu par les offices statistiques. Donc la question de savoir si c'est 2017-2018, c'est une question Eurostat. Eurostat est un organe indépendant, de la même façon que l'INSEE. Comme tout organe indépendant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de discussion. Et des discussions ont lieu, aussi bien avec le gouvernement français qu'avec la Commission européenne. On va quand même essayer de trouver des solutions intelligentes. Mais Eurostat est là totalement indépendant, et vous savez à quel point ces organes détestent les pressions, et ils ont raison. J'ai bien noté que le gouvernement a pris des mesures en loi de finances rectificative qui génèrent une marge de sécurité importante pour 2017, c'est 5 milliards. Je peux seulement rappeler les règles. C'est que pour la sortie du déficit excessif pour 2017 et 2018, la France est dans le volet correctif du pacte maintenant et donc doit corriger son déficit excessif cette année. C'est sur le chiffre du déficit normal exécuté pour 2017 que nous nous fondrons au printemps. Et puis ensuite, il y aura l'appréciation du volet préventif. Donc, oui, cet effort est significatif. Oui, il faut trouver les bonnes manières de comptabiliser. Mais c'est Eurostat qui est là-dessus totalement en responsabilité. On m'a interrogé, Madame Karamanli, sur la politique de la BCE. Je ne peux évidemment faire aucun commentaire sur ce sujet, si ce n'est que je crois qu'il faut faire confiance à la BCE et à Mario Draghi pour prendre les bonnes décisions. En matière de coordination de politique économique, je redis ce qu'est notre visée sur l'union économique et monétaire, et j'insiste énormément sur cette fonction de stabilisation qui, pour moi, doit être significative. Que ce soit, encore une fois, une ligne budgétaire dans le budget européen, ou que ce soit un budget de la zone euro, cette fonction est tout à fait décisive. Pourquoi ? Parce que l'objectif, il est bien celui qu'a dit Jean-Louis Bourlange, celui que vous avez dit, c'est la réduction des divergences. Aujourd'hui, nous sommes dans une phase économique plus heureuse, avec de la création d'emplois, de la croissance, et c'est tant mieux. Mais nous savons que les cycles sont destinés un jour à s'inverser. Et si on a l'impression dans la zone euro que c'est toujours les mêmes qui bénéficient et toujours les mêmes qui payent, ça ne va pas. Donc les instruments de convergence, et ça vaut aussi pour les instruments budgétaires, sont indispensables. Petite chose au passage, un budget, ce ne sont pas des prêts pour l'essentiel, ce sont des subventions. Je crois avoir répondu au passage aux questions de M. Coquerel et du dernier intervenant. Merci, si ce n'est une question, M. Coquerel, que je vais prendre quand même, parce que je ne l'ai pas mentionné. Nous proposons en effet d'intégrer le pacte budgétaire dans les traités de l'Union, ce qui est une obligation prévue par les parties contractantes en 2011. Et là aussi, il y aura un débat. Nous pensons qu'il faut conserver les flexibilités dans le cadre du pacte. D'autres auront peut-être une lecture plus rigoriste. Là encore, on attend la France. Merci.